La réponse, vous l'aurez en fin d'émission, car pour commencer, c'est l'Arménie qui nous attend. Avec à la clé, une belle surprise pour Vassili Grossman. C'est l'inspiration. Quand il débarque en Arménie à l'automne 1961, Vassili Grossman, géant des lettres russes du XXe siècle, est d'humeur plus que maussade. Le pays n'est pour lui qu'une république périphérique de l'Union soviétique où il a consenti à se rendre pour aider un collègue arménien, faute de travail en Russie. Plusieurs de ses écrits sont interdits de publication. Il arrive donc en Arménie, émotionnellement détruit. Et peut-être vient-il en fait chercher un peu de réconfort, comme un soutien pour son âme. L'œuvre de sa vie, le monumental Vie et Destin, vient d'être saisi avant publication par le KGB pour critique du stalinisme. Il est atteint d'un cancer. Son existence semble s'effondrer et pourtant ce voyage sur ces terres reculées se révèle une retraite salvatrice. Le carnet de voyage qu'il va en tirer porte le titre évocateur « La paix soit avec vous ». À son arrivée à la gare d'Erevan, début novembre 1961, Grossman est doublement surpris. Habillé de son manteau et d'une écharpe de laine, il n'a pas anticipé l'étouffante chaleur qui sévit encore dans la capitale arménienne. Et personne n'est là pour l'accueillir, malgré sa notoriété. C'est donc seul, avec sa gloire littéraire, qu'il commence à flâner dans les rues et découvre la physionomie de cette ville baignée par le soleil. Immédiatement après avoir quitté la gare centrale, Grossman s'arrête et observe cette statue de David de Sassoun, le héros arménien légendaire qui se bat contre les Arabes pour préserver l'indépendance du pays. Or, cette statue est celle d'un héros arménien, qui est le symbole de l'identité arménienne et de sa résistance. Ce monument est plutôt déconcertant pour Grossman, qui s'attendait plutôt à voir une statue de Lénine ou Staline. Un héros national l'emportant sur la figure du régime. Grossman ne sait d'abord que penser de cette fierté nationaliste des Arméniens. C'est une adoration passionnée. Tout n'est que primauté arménienne. Parfois, cette passion est touchante. Parfois, elle ne paraît ni charmante ni comique. Elle me stupéfie comme une folie. Grossman prend le temps d'observer, de découvrir cette ville décidément si éloignée de sa Russie. J'erre dans les rues. Je construis Erevan dans mon âme. Cette ville dont les Arméniens disent qu'elle existe depuis 2700 ans, envahie à la fois par les Mongols et les Perses. Cette ville qui, il y a seulement 3 heures, n'existait pas du tout. Erevan ne ressemble pas à une ville soviétique traditionnelle, parce que c'est un mélange de Moyen-Orient, du Caucase, de l'Arménie et de l'architecture russe de la fin du 19e siècle. Donc cet endroit garde un parfum de culture authentique, un sentiment authentique et des senteurs authentiques. Je pense que c'est une sorte de sensation de liberté pour Grossman, venu ici depuis Moscou. Une sensation trompeuse. Le joug stalinien ne s'est pas dissipé. 8 ans après la mort du dictateur, il continue de s'imposer de tout son poids sur les hauteurs d'Erevan. Ce lieu est à part. C'est un parc dédié à la victoire sur le nazisme. Et à la place de ce monument, il y avait une statue de Joseph Staline, le dirigeant communiste de l'Union soviétique. En 1962, sa statue a été déboulonnée, d'où le fait qu'on voit aujourd'hui une représentation de Mère Arménie à la place. Lors de cette opération, la statue du maréchal s'est effondrée, tuant plusieurs soldats. On peut dire que même après sa mort, Staline a continué à tuer. Staline est détesté par nombre d'Arméniens. Et Grossman ne se prive pas de mentionner dans ses carnets leur souhait de voir cette statue être fondue. Certains disaient gracieusement que le métal employé à la création de ce monument retrouve sa nature première.
Mes compagnons poursuivaient leur conversation, émaillée de 2 mots géorgiens, Soso et Mamadzoglu, ce qui veut dire fils de chienne. L'auteur est lui aussi très critique du stalinisme. Il sait le poids disproportionné payé par l'Arménie par rapport à d'autres républiques soviétiques lors de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi au cours de son histoire. Un sort qui entre en résonance avec le sien. Lui, le juif russe dont la mère fut tuée par les nazis et ayant vécu le conflit de l'intérieur comme correspondant de guerre pour le journal de l'Armée rouge. Il y a beaucoup en commun entre juifs et arméniens, pas seulement à cause du génocide arménien et de l'Holocauste, mais aussi parce qu'ils appartiennent tous deux à de très anciennes nations. Ils ont beaucoup souffert des guerres et des génocides. Donc, quelque part, une connexion intellectuelle naturelle s'est opérée. Dès lors, Grossman cherche à mieux comprendre ce petit pays. Il se lance dans des excursions à l'intérieur des terres, à 1 heure de route de la capitale, là où les sommets du Caucase embrassent le ciel. Nous nous trouvons à présent dans les environs du monastère de Gerhardt, avec son église médiévale. On a des témoignages qui disent que dès le IVe siècle, se trouvait ici un petit monastère, qui s'appelait Ayrevank. Mais l'église actuelle a été achevée au XIIIe siècle. Bien qu'athée, Grossman est touché. La spiritualité vibrante des Arméniens, leur ayant si longtemps permis de survivre en tant que peuple, résonne en lui, le renvoyant à sa propre judéité. Je trouve que les anciennes églises et chapelles arméniennes sont d'une construction parfaite. La perfection est toujours simple, toujours naturelle. Une perfection qu'on retrouve aussi dans l'acoustique des églises arméniennes, donnant vie à des liturgies rythmées et puissantes. Et moi, un croyant, regardant cette église, je me dis, peut-être que Dieu existe. Est-il possible que sa maison soit restée inhabitée pendant 1500 ans ? Il a aussi rencontré le catholicos, le patriarche arménien, un homme d'une 50aine d'années avec un air avenant, dont Grossman dit qu'il souriait de tout son visage. L'émerveillement de Grossman n'en fait pas pour autant un admirateur béat. Il souligne ainsi la contradiction entre ce patriarche et la force des valeurs spirituelles qu'il est censé incarner. Un homme célèbre, possédant un grand don, peut-être même du génie, se révèle souvent être l'homme le plus ordinaire, le plus commun qui soit, du point de vue spirituel. Mais c'est ailleurs que Grossman va connaître sa véritable révélation en Arménie. Dans la simplicité des villages de montagne, comme Tsakadzor où il se rend. Vassili Grossman se souvient de ce lieu comme une petite région montagneuse située à 60 km de Erevan, avec des rues étroites, en pente, où après 7 heures, il n'y a plus personne. Il parle aussi des différents animaux domestiques qui se promenaient dans les rues. Tsakadzor, dans les années 60, avait ses bergers qui menaient leurs bêtes au pâturage. En tant qu'étranger, il attire l'attention des habitants locaux et après quelques jours, les villageois qui l'observaient avec intérêt l'acceptent comme un membre de la famille. Partout, on le salue de ces mots.
par Efzetz, que la paix soit avec vous. Une bienveillance qui tranche avec les stéréotypes que de nombreux Russes assignent alors aux Arméniens comme aux Juifs. Des êtres ayant le goût de l'argent, dont il faudrait se méfier, au nez proéminent et aux cheveux bruns. Invité à se rendre à des noces, il note au contraire la diversité de ce peuple du Caucase. Une découverte étonnante m'attendait. Il y a, parmi les Arméniens, un nombre non négligeable de têtes blondes, d'yeux gris ou bleus. On rencontre parmi les hommes et les femmes d'Arménie des visages d'une beauté classique, antique, à l'ovale parfait, au nez droit et bien proportionné, aux yeux bleus en amande. Et tandis que les célébrations battent leur plein, un convive au fait du passé de l'écrivain interrompt la soirée pour porter un toast qui va bouleverser l'homme de lettres. En tant qu'enfant du peuple juif, il est ému par cet hôte qui, sachant qu'il partageait la table avec un écrivain juif de Russie, décide de boire à la santé de tout le peuple juif. Je ne me suis jamais incliné devant personne, mais je m'incline bien bas devant les paysans arméniens qui, dans un petit village de montagne, ont pris la parole pour dire les supplices du peuple juif au temps des atrocités hitlériennes, les camps de la mort, où les fascistes allemands tuaient les femmes et les enfants juifs. Pour Grossman, c'était émouvant et même bouleversant parce que c'était un représentant du peuple arménien, un peuple qui partage un destin commun à celui des Juifs, qui prononçait cet hommage. Grossman a aimé l'Arménie dans ses moindres détails. Et très souvent, il parle de son Erevan, son Arménie. C'est dire à quel point en 2 mois, il s'est familiarisé avec cette terre ancienne qu'il a fait sienne. Comme si, quelque part, il s'était intégré à ce paysage culturel, à la mentalité arménienne. Grossman meurt 3 ans après ce voyage, dont le récit intégral ne sera publié que dans les années 80. Lettre d'amour à une contrée sœur dont il a enrichi, avec ses mots, le sentiment national. Sentiment de bonheur. Faut-il le décrire? Était-il nécessaire d'aller jusqu'à l'Arara pour l'éprouver? Vous avez vu ce petit clocher? Eh bien, si l'Arménie est le premier pays chrétien au monde, c'est grâce à un homme, Grégoire l'Illuminateur. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. À Erevan, capitale de l'Arménie, il a sa cathédrale. Plus fort que le petit Jésus, célébré essentiellement le 25 décembre, lui est fêté 3 fois dans l'année. On le retrouve sur de nombreuses enluminures, sur les cartes postales, mais aussi les pulls ou les porte-clés. Lui, c'est Saint Grégoire, appelé également Grégoire l'Illuminateur, celui qui a fait de l'Arménie le premier pays chrétien au monde en 301 de notre ère. Mais avant, faut être honnête, il en a bien bavé. Grégoire a vraiment existé, né vers 257. Et son enfance, c'est la misère. Toute sa famille aurait été exécutée et lui, seul survivant, est obligé de s'exiler, histoire d'échapper aux représailles. Il faut dire que son père, chrétien, a assassiné le roi. Mais en exil, il étudie auprès d'un noble catholique et c'est une tête bien faite qui revient au pays. Là, il entre au service du nouveau roi, Tiridate le Grand. Et au début, entre les deux, ça se passe plutôt bien. Mais quand Tiridate le Grand commence à persécuter les chrétiens, Grégoire se fâche. Dis donc, c'est quand même pas cool. Il sait pourtant, Grégoire, qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Mais trop tard. Le voilà soumis à 12 tortures, suspendu à un chevalet, obligé de courir avec des clous dans les pieds, les os des jambes brisées, j'en passe, et des meilleurs, avant d'être jeté dans un puits, ici, à Corvirap, aujourd'hui encore l'un des lieux saints du pays, à côté du mont Arara. Il y survit 15 ans, un miracle vu que le puits est infesté de scorpions et de serpents. 15 ans pendant lesquels le roi Tiridate le Grand devient fou. Il se persuade qu'il est un loup-garou ou un sanglier. Alors pour le guérir, on sort Grégoire de son trou, qui soigne sans problème le roi, qui pour le remercier se convertit et par la même occasion convertit le pays tout entier.
Nous sommes en 301 après Jésus-Christ, et la légende s'arrête pour laisser place à l'histoire. Grégoire Ier devient patriarche, premier catholicos, il organise l'église dans son pays, bâtit des cathédrales, une hiérarchie, ordonne des prêtres. Presque 2000 ans plus tard, en Arménie, elle porte toujours son nom, c'est l'église grégorienne.